Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Louisa Yousfi, qui est une militante décoloniale, une journaliste et une autrice. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, ici à l'Eldo, nous accompagne. Elle ne le sait pas, mais elle nous accompagne depuis fort longtemps. Ses livres et ses prises de position politique nous ont toujours guidés, d'une certaine manière, y compris dans nos actes de programmation. Donc un grand merci à distance, quoi. Nous présentons aujourd'hui le nouveau livre de Louisa Yousfi, La Grande Méthode, et nous avons invité Emmanuel Burdeau, alors qui est critique de cinéma. On se demande un peu pourquoi tu es là, mais j'ai déjà lu des critiques d'ouvrages littéraires sur ta page Substack ou sur ton Instagram que je trouvais absolument fabuleuse. Et par ailleurs, vous êtes amis et vous travaillez ensemble sur la chaîne PDH à une émission de cinéma régulière. Je ne sais pas s'il y en a une qui est prévue d'ailleurs prochainement. On est toujours à la recherche d'une date, mais Louisa est très prise. Donc, oui, moi, j'ai toutes mes soirées de livres, à bon entendeur, mais Louisa a presque toutes ses soirées prises. En tout cas, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube PDH les 4 ou 5 émissions que vous avez déjà faites depuis le mois de septembre, je crois, ou octobre. Voilà. Et c'est passionnant. Merci à vous deux d'être là. Je te laisse introduire Emmanuel. Et puis, c'est une discussion à deux au départ, mais évidemment, dès que vous avez envie d'intervenir, c'est possible. Des micros circulent dans la salle. Merci à tous d'être là. C'est à vous. Merci Mathias. Alors comment est-ce que je peux dire les choses ? Bon, je pense que maintenant, j'ai atteint l'âge où je peux le dire. Je pense que la rencontre avec Louisa est une des grandes rencontres que j'aurais faites dans ma vie. On n'était pas forcément destinés à se rencontrer, pour toutes les raisons du monde, et peut-être encore moins à travailler ensemble comme on le fait maintenant depuis 6 ou 7 mois dans ce cadre PDH, où c'est une chose que... J'en dis quelques mots parce que ça permet de comprendre aussi un peu les termes de la discussion. Je crois que ça s'est fait à ton initiative, mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui était dans l'air, l'idée qu'on puisse parler tous les deux depuis notre position. C'est-à-dire, moi, je suis un critique de cinéma qui n'a pas d'autre qualité, sinon d'être un blanc de chez blanc. Je dis ça, ma tante n'est pas là encore, donc je suis tranquille. Même si c'est pas elle qui dirait le contraire. Et toi, tu es militante décoloniale, hein, ça te va comme voilà, dont le cinéma est un objet d'intérêt, mais qui n'est pas, à la différence de moi, ton objet d'intérêt principal. Et on avait envie d'essayer de voir si, et ça, on n'est évidemment pas les premiers à le tenter, mais de voir si la parole militante et la parole critique pouvaient se rencontrer. Et j'ai le sentiment que jusqu'à présent, on s'en est plutôt pas trop mal tiré. Même si jusqu'à présent, ça se fait dans le cadre de Parole d'honneur, PDH. Donc ça se fait lorsque tu joues toi à domicile. Donc ce soir, je tiens un début de revanche, puisque c'est moi, d'une certaine façon, qui joue à domicile. Donc voilà, ces discussions, nos échanges qui accompagnent et précèdent les discussions sont des choses qui m'importent énormément. J'avais lu, bien sûr, Rester barbare, ton premier livre, paru à la Fabrique, et j'ai lu La Grande Méthode, paru également à la Fabrique. Il y a maintenant 1 mois, à peu près 2 mois peut-être, c'était le 20 février, si ma mémoire est bonne. Alors là, je suppose que vous êtes familier de l'un ou de l'autre, peut-être des deux. Vous pourrez évidemment vous procurer les livres, et puis à la suite de cette discussion, il y aura une petite séance de dédicace. Il y a quand même une différence entre les deux livres qui est relativement nette, je crois. Et alors, moi, il se trouve que c'est de ça dont je voudrais parler pour commencer. Peut-être c'est pas... Ça me surprend pas de toi, tu vois. Voilà. De réinscrire dans la... Oui, non, pardon, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que je fais toujours celui qui réinscrit dans l'œuvre. Il faudrait qu'un jour, j'apprenne à faire autre chose. Merci. C'est toujours ce que je fais dans nos émissions. Mais la différence, en l'occurrence, de manière assez évidente, c'est que ce deuxième livre qui s'appelle La Grande Méthode, qui est une expression une formule ou une expression que tu empruntes à Bertolt Brecht, il y a un des exergues qui le rend de manière, enfin, qui l'explicite. C'est un livre qui prend, dont l'occasion, enfin, on pourrait dire, dont le cadre narratif, si on peut dire, et le retour de la dépouille d'un père en Algérie. Et c'est l'occasion à la fois de raconter un certain nombre de choses, d'abord de raconter les différentes étapes de ce retour, depuis les formalités au consulat jusqu'à l'enterrement lui-même et ses suites,
Et c'est aussi, évidemment, comme l'était déjà Rester barbare, un livre politique, un livre de militante. Cela étant, du premier livre au deuxième, le curseur s'est un peu déplacé et beaucoup l'ont noté, même si c'est parfois pour justement passer à autre chose. Le curseur, passer à autre chose juste après, le curseur s'est déplacé et c'est un livre dont l'ambition, il me semble, littéraire est plus affirmée que dans le premier, où cette ambition n'était pas absente, mais où, il me semble, elle était moins affirmée. Alors, la question que je vais te poser, elle est banale et elle est naïve et peut-être même faussement naïve, mais en même temps, je pense qu'elle se repose à chaque fois que quelqu'un se propose un type de projet comme le tien. C'est comment est-ce que toi, Alors moi, j'ai un début de réponse, mais je suis là pour poser les questions. Comment est-ce que toi, tu considères, dans ce livre en tout cas, cette articulation-là entre un désir d'écrire, de plein droit, à part entière, et un projet plus politique? Très bien. Non, mais oui, c'était très bien, non? Bah oui, je te remercie. Merci beaucoup pour cette introduction. C'était même très touchant, tu sais, quand tu as dit que c'était une rencontre importante dans ta vie. C'est vrai? Bah oui, c'est une déclaration quasiment. Tu ne l'avais jamais dit comme ça, tu vois. Voilà. Bon. Je te dis si je joue à domicile. Ah, ça me touche beaucoup. La réciproque est vraie. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. C'est la première fois que je viens ici dans la région. Je n'ai jamais été invitée en Bourgogne en 4 ans. Alors que je pense avoir fait quasiment toutes les régions de France, mais je ne l'avais pas encore fait ici. C'est une région de nouvelles. Hein. Ouais, voilà, c'est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf. Non, mais voilà, je suis d'autant plus heureuse de ça. Qu'est-ce que j'allais... Donc oui, effectivement, c'est une bonne question parce que... Alors, je dirais qu'effectivement, il y a... Bon, bah, c'est un point classique, mais il y a une rupture et une continuité entre les deux livres. Alors, peut-être commencer par la continuité. La continuité, c'est presque... Il y a quasiment un chemin qui a été tracé et que j'avais quasiment tracé même dans Rester barbare, qui consistait à dire, bon, voilà, quand on est descendant de l'immigration et qu'on a des prétentions créer, donc voilà, produire... des œuvres. En fait, notre geste, il est empêché de toute forme, d'innocence ou d'inconséquence. En fait, on est tout de suite, ce geste est tout de suite alourdi d'enjeux politiques qui sont liés notamment à des questions de loyauté, d'appartenance, que nous impose ce que j'appelais moi l'intégrationnisme. Et du coup, ce que j'essayais de mettre au jour dans Rester barbare, c'était tous les nœuds qui se présentaient dans la conscience des descendants de l'immigration quand ils se mettaient à vouloir produire des récits d'eux-mêmes. Comment on s'en sort? Comment on arrive quand même à échapper à cette entreprise qui a soit effectivement du stigmate, de la diabolisation, de la criminalisation, de la déshumanisation de nous-mêmes, soit la domestication via l'intégrationnisme, c'est-à-dire des formes plus avenantes, et des formes que je considérais être des formes qui nous rapetissaient, c'est-à-dire qui faisaient peser sur nous un regard purement, alors je vais le dire comme ça, mais bon, documentaire. Voilà. On était un peu contraints. On était des sujets d'études, quoi, plus que des... Bon. Et que même quand on se mettait à créer nous-mêmes nos propres récits, on se mettait à rejouer ce truc-là du regard expert de nous-mêmes, et on était dans une espèce de démonstration constamment. Donc comment s'en sortir, etc. etc. Moi, je l'ai écrit, je pense d'abord, je pense qu'on écrit toujours des livres comme ça, c'est toujours pour nous-mêmes, avant tout. C'est toujours pour nous-mêmes, pour moi, quoi. Là, tu parles de Rester barbare. De Rester barbare, donc c'est-à-dire il fallait que je dénoue certaines choses avant d'aller dans l'étape d'après, qui était vraiment entrer en fiction, entre guillemets, vraiment dans des formes plus explicitement littéraires, bien que tu l'as reconnu toi-même, le Rester barbare est déjà un geste d'écriture, c'est pas un pur essai où je développe une analyse, ou du pur commentaire. Je pense que c'est un commentaire qui est déjà porté par un geste d'écriture, au sens où il y a des moments où je pense que l'énonciation se confond pas directement avec moi. En fait, mais vraiment, je pense qu'il y a des moments où, je sais pas, il y a une logique interne du texte, il y a une voix, le texte parle tout seul, et ça, c'est plus vraiment moi. Donc c'est pour ça que je pense que c'était un essai qui à un moment donné flirtait avec les limites du genre, quoi. Et donc ça, je le radicalise, disons, ce geste d'écriture, en allant effectivement dans un truc plus littéraire, au sens où c'était
bon, je dis fictionnel, mais il y a une grande charge autobiographique, mais aussi fictionnelle. Donc, et donc ça, c'est la continuité. C'est-à-dire que du coup, je dis, en gros, c'est un manifeste, Rester barbare, c'est un manifeste, voilà comment essayer de dégager l'horizon. Maintenant que l'horizon est dégagé, maintenant, allons-y, quoi. Et d'ailleurs, ça finit comme ça, il faudrait inventer notre propre voie du blâme. Je pense même que ça finit sur une évocation de l'islam médiéval, Rester barbare. Des malamati, qui sont les gens du blâme, justement. Les gens qui, en fait... prennent sur eux le mal du monde, mais en fait pour pouvoir préserver leur sainteté cachée. Enfin, ils ont une sainteté cachée. Puis moi, je fais une espèce d'analogie entre eux et les rappeurs, quoi. Bon. Et en fait, c'est assez drôle que je reprends un livre quand je reviens en fait avec quand même un livre qui parle beaucoup de ça, enfin qui va beaucoup parler de la charge religieuse, spirituelle. Donc je reviens par cette porte-là. Mais il y a quand même une rupture. Alors, alors je dis une rupture, mais c'est pas vraiment une rupture, mais c'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui s'est précisé, que j'ai peut-être probablement voulu préciser, qui était que Rester barbare, il a eu sa vie et au contact du monde, quoi. Il est devenu ce qu'il est devenu et il m'a un peu échappé, évidemment. Tu vois. C'est un livre qui s'est bien vendu et qui a été traduit dans une dizaine de langues, peut-être. Ouais, 12 langues. Donc il a vraiment vécu sa vie de manière assez large. Voilà, ça a été. Je suis très heureuse, par ailleurs, de son. Enfin, c'était un peu inattendu. C'était le premier livre, par ailleurs, c'est toujours un peu inattendu pour le premier. Mais en tout cas, il a eu sa vie et du coup, il est devenu. J'ai eu l'occasion d'en parler des milliers de fois, etc., à peu près. Et j'ai probablement ressenti des malentendus, mais qui ne sont pas des malentendus, parce qu'en fait, ça ne nous regarde plus quasiment quand on est auteur, ce que les livres produisent, tu vois. Mais moi, à mon niveau, par rapport à ce que mes intentions premières, il y avait des espèces de malentendus qui étaient, par exemple, et que donc je pense que j'ai cherché à préciser dans le deuxième, qui était que il y a un moment, j'avais l'impression que ce livre était devenu une espèce de manifeste punk. Tu vois ce que je veux dire ? Un truc qui consistait à dire, d'instaurer une espèce de programme de casse, quoi. C'était en gros, voilà, on nous a domestiqués, on nous a intégrés, on nous a, acculturés, vidés de notre force vitale, voilà. Et du coup, il s'agit maintenant de tout désapprendre et de faire péter le cadre, faire péter la frontière. Aucune appartenance et on est wild, quoi. Voilà, il y a un côté un peu fuck the system, quoi. Tu vois, il y a un truc genre, mais non, c'est bon. Et puis, il faut écrire... Non, mais on a eu l'impression que ce que j'appelais de mes voeux, c'était un geste qui... un peu même nihiliste, j'ai envie de dire. Tu vois ? De refus pur et simple, voilà. Alors que ce que je précise dans la suite, c'est qu'en fait, ce geste, pour moi, il est... Bien sûr, c'est certes un programme de rupture, effectivement, c'est un geste de rupture. Mais ce geste de rupture, il est adossé à une grande responsabilité. En tout cas, un sentiment de responsabilité vis-à-vis de plusieurs choses, vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis de la mémoire, vis-à-vis de mondes qui sont des mondes d'origine, des mondes perdus, des mondes qui ont été détruits et dont on est les héritiers, et qui demandent plutôt, au contraire, une espèce de tenue et une espèce d'éthique à cet endroit. Je dis pas par rapport à la mémoire, au passé, mais aussi par rapport au futur. C'est-à-dire que c'est un livre qui s'écrit aussi je pense, je sais pas si ça s'entend, mais moi je sais que je l'écris comme ça, sous une grande inquiétude, sur l'effet d'une grande inquiétude de ce qui arrive, voilà, de ce qui arrive et de la manière dont on peut affronter l'hiver qui vient, comme je dis trop souvent maintenant. Voilà, donc voilà où j'en suis. Du coup, on a plus de... Je voudrais poser une deuxième question, et puis ensuite... Donc la grande méthode, c'est un livre qui est... je le présente un petit peu parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait en tête. C'est un livre qui n'est pas très long et qui est divisé en chapitres relativement brefs, mais qui ne sont pas titrés comme des chapitres, mais malgré tout, il y a un saut de page. Et il y a une chose, alors je ne sais pas si dans les articles, dans les recensions qui sont parus, c'est une chose dont on parle beaucoup, parce que j'ai lu le livre là, hier, et donc je n'ai pas eu le temps vraiment de faire le tour, mais une chose qui m'a extrêmement frappé et sur laquelle j'avais envie de t'interroger, c'est la manière dont quasiment à chaque nouveau chapitre, entre guillemets, le registre, tu as dit à l'instant, que déjà dans Rester barbare, parfois l'énonciation, c'était pas toi, ne correspondait pas à toi. Et alors là, ça me semble encore plus vrai, puisque d'un chapitre à l'autre, le régime d'adresse change. C'est-à-dire, parfois c'est quelqu'un qui dit « je », parfois c'est « nous », parfois c'est « vous », parfois c'est « on », parfois c'est « il ».
et d'ailleurs un des deux exergues qui me semble l'évoque, on a l'impression d'une espèce de que l'axe tourne à chaque fois. Alors ça fait de ce livre, auquel peut-être certains ont pu reprocher d'être un peu univoque ou être un peu comme ça, d'être un peu dogmatique, à mon sens, ne l'est pas du tout. En tout cas, s'il l'est, c'est dans une composition, puisqu'à chaque fois on varie. Et je me suis posé une question, encore une fois peut-être un peu naïve ou scolaire. Je me suis dit, est-ce que cette variété qui fait qu'une fois tu investis la voix d'une femme, je crois, qui travaille au consulat, et qui tient des propos assez acerbes sur ces gens qui viennent la voir au moment de vouloir rapatrier le corps du père en Algérie. Parfois c'est la tienne, d'une certaine manière. Parfois, c'est la voix d'un démon ou d'un dieu, je ne sais plus. Voilà, cette espèce de variation qui est aussi une personne différente qui parle, mais aussi à destination de publics différents. Je me suis dit, est-ce que c'est encore peut-être une difficulté, un reste de difficulté réel, pas psychologique, à parler en son nom propre, ou est-ce que c'est au contraire, on pourrait dire, une sorte d'omniprésence, si je puis dire. J'occupe toutes les places. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'est très beau dans le livre, cette espèce de décalage permanent. Moi, je pense que, en fait, à la fois, effectivement, c'est pas moi, mais c'est toujours moi, et en même temps, c'est jamais moi. J'ai l'impression que c'est jamais vraiment moi, mais en même temps, c'est tout le temps moi. Comment je dis ? En fait, par exemple, la voix qui parle au début est masculine. On le comprend. Ah oui. La manière dont les accents sont, dans les participes passés sont. Et moi, ça m'a frappé parce que, comme tu dis jeu au début, bon, moi, je pensais que c'était un jeu féminin. Et c'est le genre de surprise qu'on retrouve à plusieurs endroits du livre. Ouais. Mais ça oblige à une espèce de petit réajustement ou de désajustement. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas. Là, en fait, c'est le disciple et son maître, donc. Alors, attends. En fait, moi, je pense que ce qui se passe là, c'est que le fait que j'ai proposé plusieurs voix, ça permettait de donner à voir aussi une espèce de tension interne, tout simplement. Intime, que je pense aussi être interne à ma personne, mais interne à la communauté dont je parle, c'est-à-dire la communauté des descendants de l'immigration, qui me semble être en fait déchirée, tiraillée entre différentes instances, quoi. Qui sont à la fois effectivement la religion, qui sont la mauvaise conscience. Par exemple, la dame du consulat, elle incarne la voix de la mauvaise conscience, en fait. Mais du coup, c'est quand même une voix intérieure, en fait, en vérité. Mais elle est à l'extérieur, mais en fait, elle est à l'intérieur. Il y a tout un tas de choses comme ça. Il y a des voix qui sont, en fait, qui incarnent comme ça des nœuds, encore une fois, des enjeux, des manières de se penser, de se comporter, de vivre cette condition. Et au contact d'un voyage, par ailleurs, il y a une traversée, donc il y a quelque chose qui avance quand même. Et mais oui, c'est vrai que non, mais c'est intéressant si ça veut dire une omniprésence ou au contraire un risque de C'est une question un peu rhétorique, mais non, mais je comprends. Mais le truc considère aussi, mais est-ce que c'est une manière de pas pouvoir assumer un truc ? Mais je pense que moi, c'est ça, en fait, pour moi, l'intérêt pour moi d'entrer dans la littérature à proprement parler, c'est de mettre en crise des choses qui, pour moi, sont quasiment clarifiées sur le plan purement militant. Je suis militante. En fait, j'ai pas besoin de la littérature, en fait. La littérature, elle me sert pas à valider des choses que je sais déjà. Ça m'intéresse pas, en fait. Si j'entre en littérature, si je décide d'écrire un texte littéraire, c'est que je veux mettre à l'épreuve des convictions, des choses qui sont quasiment arrêtées, des avis arrêtés, enfin une pensée qui semble être arrêtée, même si c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait ça c'est un peu une vision de l'extérieur des militants. Ce qu'on pense être un militant, on pense que c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il. En fait c'est pas grave, c'est pas vrai. Il est en chemin. C'est aussi ce que je veux raconter au fait aussi. C'est-à-dire que par exemple le maître et son disciple, c'est à la fois je pense des textes qui sont théologiques entre guillemets, métaphysique, etc. Mais c'est aussi des textes très politiques. C'est-à-dire que ça pourrait être un maître à penser spirituel, mais aussi un maître à penser politique, comme j'en ai connu dans ma vie. Et puis il y a aussi un chapitre de dialogue à l'intérieur de ce que tu appelles l'organisation, oui, où on voit qu'en effet, ça discute beaucoup. Voilà, non mais voilà, je pense qu'il y a vraiment le truc qui m'a
c'est pas que j'ai voulu le montrer, c'est que c'est ça qui m'intéresse de travailler, quoi, parce que c'est ça qui m'intéresse de vivre aussi. C'est la tension qu'il y a à l'intérieur de tout, qu'il y a à l'intérieur du fait d'être engagé, d'être une arabe, et qu'en fait, c'est tout ce que, par ailleurs, je pense que c'est et ça, c'est des trucs qui sont un peu rétrospectifs, hein, c'est pas des choses que je me dis en l'écrivant, moi j'écris, et puis... Mais rétrospectivement, je me rends compte quand même qu'il n'y a pas une seule chose que j'ai posée sans qu'il soit tout de suite mis en tension par son contraire, quoi. Par un truc de... En fait, non, c'est quand même plus compliqué que ça. Pour revenir à ce que tu disais, tu faisais référence à un qualificatif du livre, on aurait pu dire ouais, c'est un livre dogmatique. Enfin, pour le coup, vraiment, je veux dire, moi, je veux bien recevoir plein de critiques, y a pas de problème. Mais par contre, dogmatique, c'est un truc, ça peut pas être, je peux pas l'accepter, quoi. Parce que s'il y a bien un livre qui arrête pas de se contredire précisément, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle La Grande Méthode. Peut-être je peux en venir là. Oui, je veux bien. Voilà. C'est parce que c'est ça. Non mais alors la grande méthode maintenant, du coup, La grande méthode, c'est quand même aussi, si je me souviens, pardon, je te coupe, hein, on sait qu'on me le reproche souvent de te couper, c'est être capable de dire une chose et son contraire, n'est-ce pas ? Ouais, c'est un peu ça, exactement. En fait, la grande méthode, alors d'abord, moi j'écris pas sous l'effet d'un titre, c'est-à-dire que le titre me vient après l'écriture, j'ai pas le titre et j'écris. Donc j'étais à un stade assez avancé de l'écriture, et puis j'ai relu ce texte de Brecht qui s'appelle Miti, livre de retournement, qui en plus, en fait, bizarrement, alors je l'avais lu il y a quelques années, et en fait en le relisant, en étant d'écrire, je me suis dit, putain, je crois que je suis en train de faire un truc un peu qui ressemble un peu à ça, mais j'avais oublié que c'était la référence. C'est comme si j'avais retrouvé une référence dont j'ignorais l'influence encore inconsciente dans ma tête. Et il y a un truc qui est comme une retrouvaille, genre ah mais oui, mais c'est ça qui m'a, tu vois. Pourquoi ? Parce que Brecht, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est que il fait des détournements, enfin il fait un retournement, il se saisit plutôt d'une langue qui est celle de la sagesse, j'ai pas envie de dire de bêtises, chinoise ou pense, oui. Voilà, chinoise. Donc il parle comme un sage, enfin tu sais, c'est des aphorismes comme ça. Donc voilà, le maître spirituel. Enfin, il y a plein de choses avec des réponses et tout, avec le maître dit, tu vois. Et donc il reprend cette langue-là, ce dispositif-là de la sagesse orientale, quoi. Et à l'intérieur duquel il va mettre des enjeux très contemporains, qui appartiennent à la science marxiste, donc à ses intérêts à lui, et puis à des questions militantes, quoi. Donc les personnages sont en fait des personnages qui correspondent à Lénine, Staline, etc. Bon, déjà, rien que ça, je trouve qu'il y a une espèce de familiarité dans le geste, tu vois, qui m'a frappée en le relisant. Je me dis, putain, il y a un truc qui ressemble quand même beaucoup. Et puis, en fait, tout le long de ce livre, il n'arrête pas de dire la grande méthode en italique. C'est-à-dire qu'il je sais pas, il y a des moments comme ça, il fait des petits apologues, par ailleurs, c'est des apologues, c'est des espèces de petits contes, des contes moraux qui nous permettent de penser des choses. Et puis parfois il y a cette expression, je sais pas, par exemple, celui qui... Mais alors si il avait suivi la grande méthode, il n'aurait pas... Non. Et en fait, et à chaque fois, la grande méthode est en italique. Ça apparaît très souvent, mais elle n'est jamais explicitée. Jamais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, elle est simplement comprise dans des occurrences, dans des mises en situation. On peut que la saisir dans une situation, mais elle n'est pas dans un traité. Elle peut pas être énoncée sous forme de traité, etc. Elle est pas saisissable. Moi, j'adore ça. Moi, je suis fan. Je veux dire, ce truc de dire à la fois, tu vois... on ne sait pas si elle vient avant le livre ou si c'est le livre qui permet de la déduire, en fait. C'est-à-dire que oui, et en plus, je trouve que elle permet de maintenir deux choses qui sont à la fois le truc très explicite, très terre-à-terre, marxiste, la grande méthode, puis tu sais, ça fait manuel, quoi, genre art de la guerre, art de la politique, qui font partie de moi, qui est ma tradition politique. Genre, je suis aussi une enfant du matérialisme historique, du marxisme. Le décolonialisme, ça vient aussi de là, tu vois, ça vient aussi de cette tradition-là. Donc ils sont quelque chose de très matérialiste et en même temps quelque chose de très mystérieux. C'est-à-dire, on peut pas dire ce qu'il y a à l'intérieur, on peut pas contenir. Ça peut pas s'expliciter, au risque de le trivialiser. Ça serait pas ça en fait. Ça serait pas, et ce serait trahir ce qu'on veut dire par là. Je pense que dans la langue de Brecht, si on devait vraiment quand même donner un qualificatif, un nom pour dire ce que c'est que la grande méthode, c'est la dialectique en fait. Donc c'est-à-dire l'art en fait, d'habiter la contradiction, de penser la contradiction, et que en fait cette contradiction permet de toujours avancer, en fait, de jamais s'arrêter. Que en fait on n'est jamais
tu atteins une espèce de forme de vérité, mais en fait, ce sol-là, sur lequel repose cette vérité, il se dérobe automatiquement à partir du moment où tu as posé le pied sur ce sol-là. Et ça, c'est un truc qui appartient aussi, je pense, à l'imaginaire des militants révolutionnaires qui considéreront que la révolution, c'est pas quelque chose à accomplir, c'est une espèce d'horizon régulateur qui a vocation à se dérober constamment, enfin, à nous repousser. Mais en fait, l'objectif, c'est simplement d'être toujours en marche et de destituer tout ce qu'on a institué. Mais il y a toujours ce lien entre il faut instituer pour que ça se destitue, etc., etc. En marche, pas au sens d'Emmanuel Macron. Calme-toi. Parce que là, je sens qu'on est on est vraiment à moins une de l'évacuation de la salle. Attention. Et voilà, et moi là je me suis dit, mais en fait c'est vraiment, il y a eu un truc de la grande méthode, j'ai eu vraiment un effet de révélation de ce titre, en disant, ça peut pas être, ce livre ne peut pas s'appeler autrement que comme ça, parce que c'est de ça dont il est question, et parce que en plus j'aime l'idée que c'est un titre devant lequel on ne sait pas devant quoi on est, enfin, on ne sait pas quel titre de livre c'est, parce que à la fois ça pourrait être un essai, mais en même temps, c'est pas assez explicite pour que ce soit un essai. Il n'y a pas un essai qui s'appellerait La Grande Méthode s'il n'y a pas un surtitre ou un sous-titre qui expliciterait. Donc on comprend bien que c'est pas possible. Et en même temps, si ça tombe dans la fiction, bah, ça fait un peu, moi je trouve La Grande Méthode un truc un peu chevaleresque, tu vois. Genre roman courtois, quoi. La Grande Méthode, qu'on a l'impression qu'on est dans un autre monde. Enfin, ça peut même avoir un aspect un peu désuet, qui est aussi mon geste, de la manière dont j'écris et dont je m'empare d'une langue un peu désuète aussi, tu vois. J'essaie d'en faire un peu quelque chose, la mettre au contact un peu de réalité très concrète. Mais c'est une langue que je suis allée chercher. Je suis allée chercher dans un corpus, une tradition d'écriture qui est pas la nôtre, qui est très loin dans le temps et très loin géographiquement, qui est donc la littérature persane, mystique, soufie. Et que j'essaie de m'imprégner de ce truc-là. Je pense même au début, dont tu n'étais pas familière avant. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. C'est une vraie démarche. Ça a été une démarche active, ça. Ça a été une démarche active parce que, en fait, je me sentais absolument, étouffée dans la langue contemporaine, de la littérature contemporaine. Je m'aimais vraiment. J'avais besoin de sortir de jeu. J'avais l'impression que tout était tout petit. Je ne sais pas le dire autrement. J'avais l'impression que tout était tout petit. Et j'avais surtout le sentiment d'être... entourée d'écrivains. Alors moi, bien sûr, quand je dis entourée d'écrivains, c'est-à-dire des écrivains qui font partie un peu de la pensée critique. Hein. Genre, je sais bien que ça existe de l'autre côté de la barricade, mais j'étais entourée d'écrivains qui avaient appris à dire. Je dis qu'ils avaient appris à dire parce que je ne suis même pas convaincue qu'ils étaient sûrs de ça, mais qui avaient appris à dire « Ah, mais moi, ça ne sert à rien ce que je fais ». En fait, mais la littérature, ça changera pas le monde. Hein. Je ne fais pas un truc pour changer le monde. Non, pas du tout. Moi, je suis pas ça. Moi, je fais de l'artisanat quasiment. Je fais du bricolage. Hein. La langue, c'est du bricolage, etc. Et j'entendais je vois bien l'histoire de ce geste. Là, tu penses, à des écrivains de fiction plutôt ? Oui. De la poésie. Des poètes. Ce que tu décris, ça me fait penser à ce que sont devenus quasiment pour l'écrasante majorité de ce qu'ils publient, par exemple les éditions de Minuit. C'est-à-dire, on fait des petits objets bien foutus, mais dont effectivement chaque page affirme, disons, l'innocuité, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un truc un peu qu'on veut pas. En fait, on veut plus prendre trop au sérieux ce qu'on fait. Mais alors qu'il était probablement un geste humble. Je veux dire, c'est probablement. Mais moi, je trouve que ça s'est retourné en espèce de fausse humilité. Enfin, il y avait un truc. En fait, c'est pas que c'est une fausse humilité, c'est-à-dire que effectivement, l'humilité, c'est aussi une manière de pas se fixer des ambitions grandes, et donc c'est facile d'atteindre des petites ambitions. Enfin, c'est facile de réussir une œuvre quand l'ambition était toute petite, ou de réussir. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pense que plus l'ambition est grande, en fait, et plus en fait comment dire, on est petit, et donc c'est aussi une forme d'humilité que de se dire non, mais je sais que ma mission est grande, voilà. Et là, il y avait un truc, la littérature qui veut plus se prendre au sérieux, il faut faire attention. Bon, après, je disais, je sais qu'il y a une histoire de ce désenchantement-là de l'écriture, notamment à gauche, quoi. C'est-à-dire que voilà, il s'agissait de détruire une figure du grand écrivain, de l'écrivain qui est là pour libérer les masses, etc. L'écrivain prophète. Enfin, voilà, c'est un truc, c'est une vision très bourgeoise de l'écrivain, tu vois. Et j'entendais très très bien tout ça, mais moi, il me semblait que de là où je venais moi, en fait, je me disais, mais nous, on n'a pas d'édifices à détruire. Enfin, on n'a pas de figures de grands écrivains à détruire. Mais en fait, on a des choses à construire. Au contraire, en fait, on a des ruines.
Et il nous manque au contraire une espèce d'édifice qui nous protège, enfin en tout cas qui nous permettent, oui, de sécuriser quelque chose. Mais au risque de poser une question encore plus naïve que les autres, en commençant tout à l'heure, tu disais que quand on écrit et qu'on est enfant de l'immigration venue d'Algérie, on a quand même beaucoup d'empêchements, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quand même, dans cette tradition-là, est-ce qu'il y a des voix dominantes que qui ne seraient pas forcément celles dans la continuité desquelles tu voudrais t'inscrire, mais est-ce qu'il y a des voix dominantes, oui. Non, mais il y a des grands écrivains, bien sûr. De toute façon, Rester barbare, c'était un peu sous l'égide de Kateb Yassine, tu vois. On a des grands écrivains. Il y a Assia Djebar, il y a des grands écrivains. Il y a Mohamed Dib aussi, que je cite beaucoup. Mais s'agit-il d'écrivains qui ont quitté l'Algérie pour la France? En fait, c'est ça, je pense, la tragédie, entre guillemets, de l'écrivain post-colonial. C'est même quand il est purement algérien et pas franco-algérien, c'est que s'il veut un destin sur la scène, parce que ça s'appelle la République mondiale des lettres de Casanova, ça raconte ça. En fait, s'il veut un véritable destin en langue française, en fait, il doit passer par la France. Il doit passer par la validation des institutions françaises, de l'élite française. Et du coup, bien sûr que ça a des effets. Oui, mais son histoire n'est pas celle que tu racontes, n'est pas la même. Non, voilà, c'est sûr que là, en plus, ces écrivains d'Algérie qui... Et dans cette histoire... Et moi, je te parle vraiment effectivement, des écrivains. Moi, c'est ça aussi la spécificité de mon geste. Je pense que c'est vraiment des écrivains qui sont nés en France, ont été complètement quasiment acculturés, c'est-à-dire ont perdu les liens avec le pays d'origine, tout en étant maintenus quand même par quelque chose, par une mémoire, etc., même par le rapport aux parents. Mais bon, en fait, qu'on a été élevés par des parents qui nous ressemblent en rien. C'est-à-dire d'avoir vécu cette espèce de cohabitation avec des êtres d'une autre espèce. Mais ça, le livre en parle, oui. en parle, je trouve, de manière assez magnifique. Voilà. Oui, pardon. On va ouvrir. Oui, ça y est, je voulais rebondir un peu là justement sur ce que vous étiez pile en train de dire. Est-ce qu'un des cœurs du livre et qui se détache ou qui va plus loin que Rester barbare, c'est pas la question de la vie de ces déracinés, des descendants d'Algériens qui vivent en France et qui, quand ils retournent en Algérie, sont à nouveau revivent un nouveau déracinement, et que la question peut-être centrale, c'est la question de la possibilité d'un enracinement, et que le livre vient nous dire, un peu à l'image peut-être de Simone Weil dans son livre L'enracinement, que on va le trouver non pas dans le sol, mais plutôt au ciel, c'est-à-dire dans des tendances, dans une forme de spiritualité, et peut-être, dans ton cas, peut-être de politique ou de romantisme politique. Bah oui, c'est absolument ça. Point. Non, mais c'est très juste. C'est-à-dire qu'il y a quand même un... Là encore, je ne veux pas faire... pas être obsédée par la critique qu'on a en tête, qui consiste à considérer que c'est un livre identitaire, par exemple. Pour le coup, c'est le contraire. C'est un livre qui dit qu'il faut que la question de l'appartenance, déjà, elle se pose à partir de gens qui n'appartiennent plus à rien, en fait, qui ont été dépossédés, tout simplement, qui ont été déracinés à tous les endroits. Donc c'est pas une conservation de quelque chose, c'est une conservation de ruines. Donc c'est pas la conservation d'un empire ou d'un rapport de pouvoir ou quelque chose de ce genre-là. Et surtout, c'est un livre qui me semble être porté par l'idée que la question de l'appartenance, elle ne doit pas se poser en des termes qui sont celles de la modernité occidentale. Ça veut dire des frontières, par exemple, telles qu'elles ont été établies, d'appartenance à un État-nation, à un pays sur le plan géographique du terme. Elle doit rien fétichiser à cet endroit-là. Tout ça, c'est des catégories, qui nous piègent, en fait, qui nous ont piégés et qui nous empêchent de nous penser, effectivement, comme je dirais, un peuple. C'est-à-dire un peuple à la fois politique, parce que, du coup, là, quand je parle des descendants d'immigration, c'est-à-dire je parle à la fois effectivement de ceux qui sont originaires d'Algérie, mais aussi du Maroc, mais aussi, en fait, d'Afrique subsaharienne, de toutes les anciennes colonies, donc qui sont quand même quelque chose de très hétérogène, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Et qui, malgré toute cette grande hétérogénéité, a, en fait, a les moyens, en fait, vit une expérience commune et surtout un destin commun. Je dis un destin, puisqu'il y a des choses qui lui arrivent et qui va lui arriver encore,
appartient au fait qu'ils sont ce qu'ils sont. Voilà. Et donc, ils vont constituer en fait les contours de leur appartenance. En fait, quasiment les contours de leur appartenance, c'est quasiment pas, comment dire, c'est presque l'oppression qui nous l'attribue, quoi. Et c'est pour ça que ça devient politique, c'est-à-dire que c'est à partir de ces délimitations-là qu'on peut, du coup, se ressaisir de cette identité dans laquelle qu'on subit. Et en fait, l'idée, c'est de cesser de la subir, mais de s'en saisir et de la remplir, de la redéfinir, de la remplir de quelque chose qui nous permette d'imaginer un horizon émancipateur. Et donc, effectivement, à la fois à partir de choses qui sont pas de ce monde, donc qui sont liées à des rapports à la foi, à la transcendance, à l'islam. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. D'abord parce que pour un truc très intime, c'est juste que c'est la religion de mes parents, enfin, c'est ma religion. Mais aussi, c'est parce que c'est effectivement la figure de l'ennemi intérieur en France. Et que, ce faisant, en fait, bien sûr que oui, c'est un terreau fertile pour une espèce de pensée indocile vis-à-vis de ce monde-là, mais en France. Parce que je veux dire, je comprends que dans d'autres pays, ce soit différent quand l'islam est au pouvoir. Tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est la religion des opprimés, en fait. C'est de ceux qui sont la cible, voilà. Et donc, le livre ne cesse de dire, par exemple, voilà, en fait, il faut cesser de désirer un ancrage. Je le dis aussi parce que, et ça c'est un truc que je racontais déjà dans Rester barbare, c'est qu'en fait, il y a cette promesse, la promesse que j'appelle intégrationniste, et le désir intégrationniste, c'était aussi un désir, d'appartenance à la France, mais sous sa forme État-nation. Dans Rester barbare, je dis clairement que ce désir-là, je comprends, qui fait partie d'une stratégie de survie quand on est dans l'immigration, c'est un désir malgré tout, de collaboration avec une entreprise qui est forcément une entreprise, impérialiste, une entreprise de domination du monde. C'est-à-dire que si on veut appartenir au socle de l'État-nation, c'est endosser pour nous-mêmes le fait qu'on va refermer la porte derrière nous et qu'on va créer d'autres barbares. Et donc ça veut dire qu'on va se rendre complice d'une chose qui nous a été faite à nous et qui continue à être faite à l'ensemble de la famille qui est restée au bled. C'est-à-dire du coup, c'est une forme de trahison. Oui, ça s'appelle une trahison. Et c'est se trahir nous-mêmes, c'est se trahir. Donc en fait, il faut élaborer une espèce d'autres perspectives que celle-ci. Il faut renoncer à vouloir absolument, bien qu'on a envie, parce que ça donne des avantages matériels très concrets, objectifs. Mais il faut en fait se détacher de ces désirs d'appartenance-là, et pour élaborer une pensée, alors à la fois politique, mais littéraire, poétique, esthétique, à tous les niveaux qui nous permettent d'envisager d'autres voies. Parce que c'est ça aussi, la politique, c'est pas juste des logiciels, fixes, etc. C'est aussi des capacités d'inventer des horizons qui sont pas encore ouverts, qu'on n'a pas envisagés. C'est un truc qu'on n'arrête pas de reprocher à la gauche, à l'extrême gauche, c'est-à-dire, mais en fait, il n'y a rien de désirable. On voit bien ce à quoi vous vous opposez, mais on ne voit pas ce que vous proposez. Donc, c'est difficile de vous rejoindre, tu vois. Bon, mais le travail du politique, c'est aussi de montrer, de donner des images, de donner à voir des choses qui donnent envie d'en être, en fait, de cette aventure-là. Bon, et cette image, il y en a plusieurs, mais j'essaie de l'épuiser dans le corpus persan. Et c'est pour ça que je me saisis de cette figure de l'oiseau, du cimore, qui est un oiseau fabuleux, un oiseau, merveilleux, mythologique, voilà, de la littérature persane, et qui m'intéressait, moi, pour raconter ça, pour raconter ce que c'était que le peuple des descendants de l'immigration. Parce qu'effectivement, il correspond assez bien à des choses qui sont à la fois... déjà, c'est un oiseau, c'est ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que fait, si tu renonces au sol, c'est pour aller vers le ciel, donc vers plutôt des choses qui sont à inventer, quoi, qui sont en marche. Un oiseau vole, en fait. Il n'est pas ancré. Un oiseau vole. Il vole. Il passe son temps, il est en mouvement.
il est en mouvement, et surtout cet oiseau-là, il est d'une très grande hétérogénéité, il est même un peu monstrueux, il est même bizarre, tu vois. Ça, c'est un truc, je pense, qui est important pour moi, parce que je pense que quand on est un arabe de l'immigration, on est des arabes bizarres. On est bizarres. C'est-à-dire, il y a quelque chose, mais vraiment, c'est cet effet de... C'est trop bizarre. Il y a un truc, je le disais dans Rester barbare, une espèce de barbare qui baragouine un langage châtié. Il y a un truc comme ça. Une gueule de barbare qui baragouine un langage châtié, et en même temps qui ne le maîtrise pas si bien que ça, en fait. Mais qui... Voilà, bon. Ça, je voulais donner à voir. Donc c'est une espèce de monstre comme ça, cet oiseau, qui est à la fois très beau et en même temps un peu bizarre. Et qui fait peuple, au sens où il se met à faire peuple à partir du moment où ceux qui le composent, enfin les autres oiseaux, les 30 oiseaux, pas consentent, mais en fait, à partir de leur aventure et les épreuves qu'ils ont à mener, parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là pour nous, qu'on a eu des épreuves historiques à accomplir et qu'on va continuer à en avoir, probablement encore plus, enfin je veux dire à notre niveau, probablement encore plus difficiles qui nous arrivent. Donc à la suite de toutes ces épreuves-là, cet oiseau se met à se former, se met à exister. Donc le peuple se met à exister, en fait, à l'endroit de ce qui lui arrive et de ce qu'il décide, de ce moment où il décide qu'il est un peuple et que donc il a une mission à accomplir, c'est-à-dire celle à la fois de tenir une espèce de continuité de la mémoire qui est une mémoire pas seulement de la colonisation, mais aussi de la résistance à la colonisation, et que c'est la mission de cette génération. C'est-à-dire qu'elle va être... Il faut rentrer en responsabilité, que ça demande effectivement une espèce de discipline, de tenue, de rapport à la sagesse, il faut se ressaisir de cette chose-là. Et donc ça demande une méthode, voilà, qui est une grande méthode. Je me permets de prolonger, ou tu voulais poser une question? Non. En fait, sur la question aussi du romantisme, est-ce que du romantisme politique, parce que tu es édité à La Fabrique, et il me semble qu'en France, en fait, un peu peut-être les deux dernières positions politiques posées, ça a été peut-être Julien Coupat et le Comité Invisible, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Plutôt 20 ans. Plutôt 20 ans. Oui, l'insurrection qui vient, c'est 2002-2003. Hein. Ouais, c'est plutôt 20 ans. Oui, 20 ans. Et il y a eu des suites, mais... Qui était justement aussi la capacité à recomposer quelque chose de désirable, comme tu le dis, et de manière très romantique aussi. Et est-ce que... finalement, dans tes livres, mais peut-être aussi dans ceux d'Ouria Boutelja, il y a à nouveau une nouvelle prise de position politique, tout à fait nouvelle, mais qui convoque aussi une idée très romantique de la politique, qui veut le réinstaller, ce romantisme. Oui, je dirais oui, il y a une espèce de désir de réenchantement. Mais en plus, c'est même pas qu'un désir, c'est pas comme si c'était pas le cas et on cherchait à le faire advenir à tout prix, on cherchait à convertir les gens à cette idée. Je pense qu'on y croit profondément. Moi, vraiment, je fais de la politique parce que c'est l'endroit de ma foi. Mais vraiment. Ça se traduit dans ton style, enfin dans le style du livre. Mais c'est pas quelque chose que, je veux dire, c'est pas un truc que j'aimerais que ça. En fait, je pense que vraiment le mouvement décolonial dont j'appartiens, c'est un peu ça aussi, sa singularité, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, c'est l'enfant du matérialisme historique, mais aussi d'autres choses. Mais non, mais c'est vrai, aussi de peuples qui sont des peuples qui appartiennent pas à cette histoire, qui sont des luttes anticoloniales, mais aussi du coup qui sont des musulmans et qui sont croyants, qui ont d'autres rapports au monde, qui ont d'autres rapports à la vérité, qui croient à la vérité, par exemple, qui ne croient pas que le monde est une mécanique qui se reproduit et que il n'y a pas de force de l'esprit, il y a pas de, je pense que nous on appartient, en fait, on est dans un mix comme ça entre les deux. Et moi, mon expérience concrète, en vérité, de ce lien, par exemple, qui semble être une espèce de réaffiliation, je dirais même de coming out pour certains, parce que dans Rester barbare, on n'a pas du tout cet aspect-là. C'est un livre plus classique. L'aspect, je sais pas, un peu messianique, tu vois, un peu croyant, quoi, bigot, comme diraient d'autres. On n'a pas cet aspect-là.
Et d'un coup, ce deuxième là, il y a un côté genre mais quoi, comment ça parce qu'en fait tu crois vraiment à des choses comme ça. Bon ça me fait rire parce que moi j'ai l'habitude d'être au contact de militants de gauche qui ont milité contre l'islamophobie, qui sont des camarades, il n'y a pas de problème, mais qui souvent j'ai assisté à des scènes comme ça qui étaient surpris que les musulmans soient des musulmans en fait. C'est-à-dire ils défendent ces gens, il n'y a pas de problème, mais il y a un truc un peu de l'ordre de mais attendez, mais vous croyez vraiment ce que vous croyez, genre vous croyez vraiment en ces conneries quoi. Il y a un truc un peu comme ça, genre c'est pas qu'un fait social en fait. En fait ça fait vivre les gens, enfin, c'est ça qui c'est l'endroit du sens de leur vie, de ce qui les fait se lever le matin, enfin je veux dire c'est pas, ils sont pas juste nés musulmans, je veux dire ils ont bon et ça me fait rire un peu ce truc de ce deuxième livre là. Il y a un côté j'ai l'impression chez certaines personnes qui de l'ordre, mais parce que tu crois vraiment ces choses-là. Bon, et par ailleurs, moi, dans ce livre-là, je suis pas en train de m'inventer une espèce de virginité, spirituelle, genre bah oui, mais moi de tout temps j'ai toujours cru à ces trucs-là. Non, je suis en train de montrer qu'il y a un truc de très contrarié qui a été abîmé, et que même j'essaye que je suis en train de composer avec des choses, enfin même une espèce de cynisme et de rapport critique vis-à-vis de ça. Et qu'en même temps, je suis pas fière de ce cynisme-là. Et je sais pas, par exemple, là tu parlais du comité invisible. Je pense qu'il y a dans le texte sur les oiseaux, qui est donc une réécriture de la conférence des oiseaux de Farid El-Attar. Déjà, la question de l'appel, je pense que c'est un peu un clin d'œil à l'appel aux appellistes, tout simplement. Mais en fait... donc il y a déjà un truc de cet ordre-là, mais qui est en fait, pour moi, je raconte dans ce récit-là plusieurs choses. Mais je raconte précisément ça. C'est-à-dire que quand j'ai lu La conférence des oiseaux, qui est un grand texte millénaire de la tradition musulmane, enfin vraiment qui a traversé les peuples, les pays, qui est un texte respecté, bon, voilà. Moi, je m'y suis emparée en me disant, ok, c'est un grand texte, mon Dieu, genre même un peu intimidée, quoi. Et je le lis, et en fait, pour être tout à fait honnête, j'aurais pu ne pas le dire, ça, d'accord ? Mais je le dis, je le montre comme ça. Je l'ai lu en me disant, mais c'est ça ? Tout ça pour ça ? Il y a un truc... Non, mais attendez. Là, tu parles de trucs sur le miroir ? Non, c'est pas ça. Bah oui, en fait, c'est-à-dire la morale, en fait, cette espèce de morale qui vont se dire, en fait, voilà, c'est 30 oiseaux qui partent à la recherche d'un roi, et en fait, il se trouve que le roi, c'est eux-mêmes. Et c'est le reflet, quoi. Voilà, c'est eux, et en fait, c'est comme ça qu'ils forment le ciment. Alors là, moi, mon premier réflexe, j'avoue que c'est un truc de cet ordre-là. Ah non, mais franchement, bon. Non, mais moi, je peux pas... Putain, ça peut pas me transporter, etc. Et en fait, mais automatiquement, genre simultanément à ce sentiment-là, j'en ai eu un autre, qui était que j'ai eu honte tout de suite de ressentir ça vis-à-vis d'un texte comme celui-ci, qui est pourtant un texte qui appartient, je dis, à mon monde perdu. Et je me suis dit, après j'ai essayé de comprendre pourquoi j'ai eu honte, et donc pourquoi j'ai eu honte, c'est parce que ce cynisme-là, parce qu'en fait c'est du cynisme, c'est-à-dire c'est une incapacité en fait à rentrer dans les textes. Je veux dire, j'étais déjà en fait tellement bien intégrée dans le monde occidental, je suis tellement occidentale, tellement pétrie en fait de l'idée que, comment dire, désenchantée, enfin de l'idée que voilà le seul régime de vérité crédible, enfin auquel je peux vraiment apporter mon adhésion directe, etc. C'est le régime de la rationalité, etc. Et que ça c'est un truc un peu, c'est Paulo Coelho, c'est un peu grotesque, c'est naïf, c'est voilà. Mais ça, je me suis dit putain, là c'est vraiment une attitude, tu sais, c'est un peu l'Occident qui domine le monde, quoi, et qui trouve que toutes les croyances du reste du monde, c'est un peu de l'enfantillage, quoi. C'est quoi ces enfantillages métaphysiques ? Et du coup, j'ai été traversée par ces deux sentiments-là. Mais le fait que je sois traversée par la honte de ça, c'est pas un truc purement, comment dire, réflexif, d'intellectuel. C'est parce que quand même, c'est authentique aussi, c'est-à-dire que je suis la fille de mes parents, en fait. Et je peux pas mépriser mes parents. Et je les méprise pas, en fait. Du coup, il y a un truc qui s'est comment dire... Oui, donc il y a un hiatus, enfin il y a un truc là qui s'est détraqué, quoi. Je veux dire,
moi, je sais la beauté, étant la fille de mes parents, je sais la beauté de ce type de récit. Mes parents, qui pour ailleurs sont pas lettrés, etc., sont analphabètes, mais pourtant, tout en étant analphabètes, ils étaient extrêmement, comment dire, je pense qu'ils avaient un rapport au récit, à la beauté des choses, à la manière de raconter les choses et même de les vivre et de les raconter, de les reproduire, de les représenter, etc., qui était beaucoup plus fine, à la manière des conteurs, tout simplement, quoi. Tellement beaucoup plus sophistiqué, même, des choses que moi je sais avoir ressenti, je sais avoir vécu, je le sais qu'en vrai, ma loyauté première de ce que je pense être le plus beau, la plus belle chose, c'est à cet endroit-là. Et là, je me dis, putain, pourquoi j'arrive devant un texte comme celui-ci et j'ai perdu ce lien-là. Bon, voilà. Bon, une fois que j'ai cette grande crise que je vis, qu'est-ce que j'en fais ? Soit je mens et je fais comme si, genre en l'ayant lu, je trouvais ça merveilleux et je le raconte comme ça. Je fais une réécriture en montrant que voilà, je me suis ressaisie de la culture de mes parents et c'est magnifique et c'est ça qu'il faut faire et regardez comme c'est magnifique. Il faut faire ça, il faut se réconcilier avec soi parce que c'est comme ça que souvent on raconte ma démarche. C'est pas ça. Ce que je dis, du coup, l'oiseau, là, c'est moi, il arrête pas de changer ta vie. Il est toujours en train de dire, mais merde, c'est quoi cette merde ? Pourquoi je suis engagée pourquoi je suis dans cette histoire ? N'importe quoi. Et après, il est repris, il est quand même réimpressionné par des choses qui lui sont, ah ouais, putain, c'est vrai, c'est beau quand même. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est moi je suis désolée, en fait, excusez-moi, je renonce à tout ce que j'ai dit avant. Et puis, en fait, ah non, c'est encore de la merde. Enfin, ça, là, c'est ça que je raconte, quoi. Et il faut le raconter le plus honnêtement possible, le plus sincèrement possible pour donner à voir quelque chose comme la vie, en fait, qui est à l'intérieur de cette condition qu'on dit la condition des descendants de l'immigration. Il y a de la vie à l'intérieur, il y a une espèce de truc qui est insoluble, qui est irrésolu, qui est même fondamentalement irrésolu, qui peut-être qui a vocation à être constamment irrésolu, mais qui est quand même une grande aventure. Ça, c'est le plus important, probablement. C'est-à-dire, c'est une grande aventure d'occuper ce récit-là, d'en être. C'est une grande aventure. C'est comme ça qu'il faut se le raconter. Il ne faut pas se le raconter comme un truc de passion triste, un truc identitaire, dont il s'agirait absolument de vite se retrouver un point de fixation et y tenir, quoi. Non, c'est une aventure. Donc on est tout le temps, constamment engagé dans des... Et c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc il faut faire des grands récits avec des grandes figures. Tout a été agrandi. Je veux dire, la dame du consulat, c'est vrai que ce truc, j'ai vraiment vécu. Cette dame-là qui me parle mal alors que mon père vient de mourir et tout. Bon, et je l'ai vraiment vécu. Mais ce que j'ai vraiment vécu aussi, c'est le sentiment de gratitude que j'ai eu, bizarrement, alors qu'elle me parlait mal. J'étais contente qu'elle me parle mal, ça m'a fait du bien et tout. Et je me suis dit, en fait, ça, voilà, faut pas la raconter à hauteur de guichet, quoi. C'est un cerbère, quoi. C'est une grande gardienne de temple. Et c'est normal, elle garde une frontière sacrée, elle a raison de me parler comme ça. Et moi, c'est à moi aussi de mériter, de passer. Et comment on mérite, bref. Et du coup, ça m'engage dans toute une aventure intellectuelle, politique, intime, spirituelle, etc., etc. C'est comme ça que le livre naît, quoi. Enfin, et se déroule après. Je parle beaucoup. Bon, peut-être on peut dire 3 mots du film que vous allez voir. Oui. Ouais. Alors, je crois que c'est moi qui l'ai suggéré d'abord, mais je savais assez facilement que ça conviendrait à Louisa. Si, en fait, je me souviens dans quelles circonstances et pour quelles raisons on a discuté tous les deux du samouraï, mais peut-être il y a des choses qui doivent rester là aussi secrètes. Je me souviens en revanche que j'avais fait un post sur Instagram où je parlais du samouraï, où je disais c'est le film préféré de Louisa Yousfi. Et mon beau-frère m'a dit, ouais, écoute, c'est un peu lourd, on voit que tu essaies de la draguer, passe à autre chose. Texto, hein, m'a dit ça. Alors, pourquoi le samouraï ? Ah oui, comme ça, d'accord. Oui. Film de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon. Non, mais en plus, si on peut faire une espèce de lien un peu avec ce qui est en train d'être dit avant. Mais alors, s'il y a un lien, là, moi, j'en suis quand même très, très curieux. Ah ouais, tu vois pas ? Si, mais dis-le toi. Bon, c'est le samouraï. Oui, c'est le samouraï.
Donc le samouraï, c'est quand même une... comment dire bon, il y a le titre. En plus, c'est marrant, ce titre qui correspond pas complètement... tu vois, j'aime bien. Je veux dire, on n'est pas en train de montrer un samouraï, là, d'accord ? Donc c'est un truc qui demande de réfléchir entre le lien, voilà. Et donc tu sens que en fait cette histoire là, qui est pourtant une histoire française, tu vois, qui est, elle est rattachée, enfin elle demande à être rattachée à plutôt une tradition de pensée qui est un peu celle de, parce que je crois que c'est le japonais, enfin c'est le bushido qui est un art. Oui, et toi qui parlais à l'instant, du coup je vois un peu ce que tu as de réécriture. Il faut savoir que le film, vous allez le voir, s'ouvre par une citation en exergue, et que comme je crois il est avéré, il y a un certain nombre de films de Jean-Pierre Melville qui s'ouvrent comme ça par des citations et qu'elles sont toutes fausses. Elles sont toutes attribuées là au Bushido, mais elles sont toutes réécrites par lui. D'accord. Bon bah tu vois, il y a un truc avec l'espèce de retournement, tu vois, et de sagesse orientale. Je veux dire, on en est encore là. Je veux dire, là, c'est ce que je faisais pour La Grande Méthode. Je parlais de Brecht qui fait ça, et qui donc prend des préceptes avec vraiment comme une espèce de fascination pour des arts éthiques, enfin, tu vois, pour des manuels éthiques, comment se comporter selon des valeurs hautement morales, des valeurs qui sont celles qu'aujourd'hui, alors on peut qualifier dans la France contemporaine, dans la France de Macron, de réactionnaire, mais genre comme l'honneur, tu vois, ça c'est un film sur l'honneur quand même, c'est un film sur la dignité, et c'est un film qui est très... il est un samouraï parce qu'il est guidé. Tu vois, d'ailleurs, il y a un truc un peu mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment pourquoi il fait ce qu'il fait, parce qu'en fait, on comprend que c'est pas pour l'argent véritablement, mais que tu sens qu'il est quand même tenu par une véritable foi. Enfin, c'est-à-dire, c'est un vrai disciple qui doit répondre à un maître, quoi, tu vois, qui doit répondre à une discipline, et il y croit. Et en fait, il vit comme ça, il vit comme un samouraï, donc comme quelqu'un qui est quasiment déjà mort, en fait, qui a appris à mourir, quoi. Et il est tenu par quelque chose qui est au-delà, enfin même qui appartient quasiment pas à ce monde-là, quoi. C'est pour ça qu'il est un peu... Enfin, j'adore, moi, comme il est d'ailleurs, il a une espèce de grande pudeur. Bon, c'est des valeurs aussi qui sont les miennes dans le livre. Tu vois, il a de la pudeur, il a un sens de l'honneur, il a une grande moralité, mais en même temps, paradoxalement, son activité, c'est quand même celle de tuer des gens, quoi, qui est l'absolu opposé de ce qu'on pourrait appeler une action morale, quoi. Bon, ça, ce tiraillement, je trouve ça absolument magnifique. Moi, je trouve que c'est au cœur de quelque chose qui sont au cœur de mes questions, en fait. Et est-ce que quel rôle joue pour toi la relecture, une fois de plus, ou réécriture, une fois de plus, de ce film par Jim Jarmusch, Ghost Dog, La Voix du Samouraï, avec Forest Whitaker ? Du coup, il applique cette affaire à la condition des Noirs américains. Bon... Alors, du coup, quand tu disais que c'est mystérieux, parce que moi, en fait, en vrai, je rêve de faire une réécriture. Si je devais faire un film un jour, je rêverais de faire, comment on appelle ça, du coup, une adaptation, un remake. Un remake, voilà. Avec moi dans le rôle du samouraï. Non, mais un remake du samouraï de ce film-là, mais sauf qu'à la place d'Alain Delon, il faudrait nous trouver un arabe en France contemporaine. Et avec du coup d'autres, parce que là en l'occurrence je me sens vraiment bien prêt pour le rôle. Non mais voilà, il y a un truc à la fois très fin, très sophistiqué, très pudique, et puis tu vois cette délicatesse qui est à la fois je tue et en même temps je nourris un oiseau, quoi. Parce d'être aussi précis, enfin d'être aussi gracieux, enfin d'être capable de la plus haute sophistication morale et en même temps de faire des basses tâches, quoi, d'obéir, tu vois. Et puis, avec, je pense, un personnage très tragique. C'est un vrai personnage tragique qui, d'ailleurs, va se donner la mort, enfin, qui va se sacrifier. Pardon. Voilà. Donc, si vous avez prévu autre chose ce soir, c'est bon, en fait. Il n'y a pas de problème. C'est un personnage tragique. Bon, j'arrête là. Non, mais c'est un film génial. Voilà, et puis il y a une grande espèce de... Alors, peut-être, il y a un autre mot que je dirais, qui est aussi dans ma bouche maintenant. Tu sais, j'ai peur de tous les mots que j'emploie. C'est un mot, enfin il y a de la pureté. Enfin c'est un film pur, je sais pas comment le dire autrement. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je trouve que c'est un film très pur, tout simplement. Il y a très peu de mélange, tout est très bien, distingué. Enfin les choses sont distinguées les unes des autres, les personnages sont. Il y a une grande pureté, mais au sens où il y a une grande poésie en fait. Et c'est très poétique.
on peut remercier quand même Louisa qui, merci à vous, merci qui à a, vous. qui a été absolument royale. Merci beaucoup, c'est vrai. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.